Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, l'image du Burkina se renforce à l'extérieur tout comme à l'intérieur du pays. Une représentation diplomatique sera bientôt ouverte en Italie tandis que la Semaine nationale de la culture fait peau neuve pour sa 19e édition. La rencontre hebdomadaire gouvernementale s'est aussi penchée sur la création d'une indemnité au profit des contrôleurs et inspecteurs de travail. La prochaine tenue du procès du putsch manqué de septembre 2016 est une victoire d'État pour le MBDHP. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme attend tout de même une rigueur et une transparence absolue dans la conduite de ce procès prévu se tenir le 27 février prochain. Et puis l'OPA est un nouveau venu dans l'arène politique burkinabé. Il faut désormais compter sur l'organisation des peuples africains pour les prochaines échéances électorales. Le parti qui se réclame de l'opposition a été présenté ce 21 février par son fondateur, Maître Ambroise Farama. Bienvenue à tous. Avant de vous livrer le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi, sachez que le Conseil a procédé à la nomination du nouveau directeur général de la radiodiffusion-télévision du Burkina en la personne de Pascal Yembouani Tchombiano, journaliste et ancien directeur de la télévision nationale. Pascal Yembouani Tchombiano occupait jusqu'à ce jour le poste de chargé de mission au sein du ministère de la Communication. Et puis, les éditions Sidoya ont aussi un nouveau directeur général en la personne de M. Mahamadi Teya. Ce communiqué de presse, avant de poursuivre, émanant donc de la direction de la communication de la présidence du FASO, le président du FASO participera le vendredi 23 février 2018 au siège de la Commission européenne à Bruxelles, en Belgique, à une conférence internationale de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Et puis à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du 5e Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia, placé sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du FASO, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées ce jeudi 22 février dans la salle des banquets de Ouagadougou à partir de 7 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. Alors nous prenons la direction du palais de Kosiam où le Conseil des ministres s'est penché sur plusieurs dossiers. Le gouvernement est favorable à l'ouverture d'une ambassade en Italie, mais aussi pour la création d'une indemnité de conciliation au profit des contrôleurs et inspecteurs de travail. Le compte rendu en images avec Paul-David Bambara et Nathalie Sawadougou. Une bonne nouvelle pour les Burkinabés désirant se rendre en Italie. Le gouvernement marque son accord à la demande d'agrément du gouvernement italien pour l'ouverture d'une ambassade à Ouagadougou. D'après les études de 1999, à peu près 20 000 Burkinabés installés en Italie, ce qui doit être largement au-dessus. Vous savez également que ce pays est le 6e au niveau économique et que l'ouverture de cette ambassade dans notre pays va fortement favoriser les questions de visa pour nos ressortissants qui vivent dans ce pays et qui ont besoin de faire certains déplacements, mais également repositionner le Burkina au niveau donc de sa diplomatie. À ce conseil, un décret portant création d'une indemnité de conciliation a été pris au profit des contrôleurs et inspecteurs de travail. On rappelle donc qu'un protocole d'accord a été signé entre ce syndicat-là et le gouvernement le 29 décembre 2017. Et il prévoit donc que cette indemnité soit octroyée donc pour compter du 1er janvier 2018 et payable au plus tard à partir du 30 juin 2018. La tenue de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture, prévue du 24 au 31 mars à Bobo-Dioulasso, a été évoquée. Elle a pour thème sauvegarde et valeurs culturelles, enjeux et défis. Une édition qui va connaître des aménagements. L'innovation majeure de cette 19e édition est que désormais, donc, en ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles, à savoir la danse traditionnelle, le pôle adulte et le pôle jeune, les vedettes de la chanson traditionnelle, la musique traditionnelle instrumentale, les chœurs populaires, ils ne seront plus mis en compétition. Ça veut dire que les lauréats des régions viendront donc à Bobo en tant qu'ambassadeurs de leur région. Ils feront donc leur prestation et ils recevront leur prix à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans nos valeurs culturelles. Toutes les valeurs se valent
Et même si le contenu culturel ou scénographique peut être apprécié, il y a d'autres aspects qui peuvent permettre de fausser ou d'aménager ce contenu-là. Pour ce qui est des expressions culturelles modernes, à savoir donc le ballet, le slam, l'orchestre, la création chorégraphique, eux ils sont toujours en compétition comme pour les éditions précédentes. Concernant les mouvements sociaux manifestés dans les différents ministères, le chef du gouvernement a donné un certain nombre d'orientations aux acteurs. Il a également pris des engagements concernant la question de la rencontre sur la mise à plat des rémunérations au niveau de la fonction publique. Pour ce qui est du procès du pouce manqué, l'évolution du dossier permet sa tenue, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Et puis ce communiqué du ministère de la direction de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale suite au cambriolage du magasin de l'Agence nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire dans un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou. La gendarmerie nationale porte à la connaissance de la population qu'une jauge radioactive utilisée pour mesurer la densité et l'humidité du sol a été emportée par les voleurs en raison de sa dangerosité qui pourrait causer des lésions irréversibles à toute personne en contact avec cet appareil, voire entraîner la mort. La gendarmerie nationale invite toute personne qui aurait des informations permettant de retrouver ce dispositif radioactif à contacter les services de la police au 17 ou de la gendarmerie au 16 ou au 80 0001 45. Près d'un an après avoir pris la gestion de la compagnie Air Burkina, l'État burkinabé travaille à la rendre plus performante face à la concurrence aérienne. Un plan de restructuration est en cours d'élaboration à Ouagadougou. C'est ce qui justifie la tenue d'une séance de travail entre les responsables d'Air Burkina et le ministre en charge des Transports. Le point avec Mathias Rabo et Estelle Judith Assogba. C'est une séance de travail qui va déterminer l'avenir de la compagnie nationale Air Burkina. Le ministre en charge des transports et les premiers responsables de la compagnie, sur instruction du Premier ministre Paul Kabatiba, mettent un projet en place pour une restructuration de la compagnie. Notre compagnie nationale Air Burkina doit faire face à ce qu'on appelle le marché unique des transports aériens. C'est un marché très ouvert qui va nous amener à une concurrence difficile avec les grandes sociétés de transport aérien. C'est d'abord de voir au niveau de Air Burkina même quelles sont les mesures internes que nous pouvons prendre pour pouvoir redresser et pouvoir amener Air Burkina à une gestion stratégique, concurrentielle, en essayant donc de serrer la ceinture d'abord au sein de Air Burkina lui-même. Ensuite, nous avons examiné quelle part de l'État et l'ensemble de ses partenaires, et aussi l'ensemble des Burkinabés que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour Air Burkina? La compagnie Air Burkina existe depuis une cinquantaine d'années. Selon le directeur général, la gabegie est une des causes des difficultés de la compagnie. Bien que nous ayons pris les rênes de la compagnie au mois de mai, nous avons réussi à faire une économie à peu près de 100 millions. Il y a des mesures qui avaient été prises et qui n'auront leur effet qu'en 2018. Donc nous prévoyons une économie pratiquement de 350 à 400 millions cette année. Selon Vincent Dabilgou, le plan de restructuration sera dévoilé au Burkinabé dans les prochains mois. L'autre challenge à relever, c'est la fluidité du trafic routier dans la capitale. Le département en charge des transports et le conseil municipal de Ouagadougou parlent d'une même voix. Des actions doivent être prises pour désengorger les artères de la capitale à court et à long terme. On en sait plus avec Paul-David Bambara et Vincent Kenrubego. Embouteillage, insuffisance de panneaux de signalisation, occupation anarchique de l'espace public. Autant de problèmes qui rendent difficile la circulation dans la ville de Ouagadougou. Le calvaire est quotidien pour les Ouagavillois. Il faut alors trouver une solution et c'est tout l'enjeu de cette séance de travail entre le ministre en charge des Transports et les autorités communales de la capitale. Alors, monsieur le maire et moi, nous sommes entendus sur des actions urgentes à mener. Et je me réjouis au nom du gouvernement. D'abord, nous avions ensemble convenu que nous allions, en même temps que nous poursuivons
la relecture du rabot de 1989 qui réglementait la circulation des poids lourds dans la ville de Ouagadougou, nous nous sommes entendus sur des mesures urgentes à mener pour décharger l'ensemble des voies radiales au niveau de Ouagadougou. Selon le chef du département des transports, Ouagadougou compte près de 300 000 automobiles et plus de 2 millions de motos. Un constat qui commande des mesures urgentes pour fluidifier la circulation. Autour des hôpitaux et des établissements d'enseignement, nous avons commencé à faire des déguerpissements. Et sur les voies que nous aménageons avec l'appui financier du ministère des Infrastructures, nous avons commencé à faire des déguerpissements. Donc, de plus en plus, dans la ville de Ouagadougou, vous allez constater que ces déguerpissements auront lieu et la fluidité va être rétablie. À long terme, selon les deux parties, il faudra travailler à faire de Ouagadougou une capitale qui réponde aux normes modernes en matière de voirie, pour que le transport puisse jouer son rôle, celui de levier du développement. Il ne s'agit pas de fluidifier, mais plutôt de faciliter l'accès des personnes aux soins de santé de qualité. Le ministre de la Santé, dans la COSI, effectue une tournée dans les districts sanitaires de la région. Nicolas Méda connaît dès lors les préoccupations de ses administrés dans cette partie du Burkina. Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo nous font le point. Le ministre de la Santé est allé au contact du terrain dans la COSI. Il a d'abord visité le district sanitaire de Djibasso, réhabilité par le projet de transformation des centres de santé et de promotion sociale des chefs-lieux des communes. Et les indicateurs de santé que je viens de voir sont très encourageants. Il reste globalement des efforts à faire dans, bien sûr, tout ce qui est accélération de la transition démographique. C'est là où on voit combien de femmes ont accès à la contraception et tout ce qui a à voir avec la prévention chez les nourrissons. Quelles sont les visites de prévention, quelles sont les visites de vaccination? Voilà des efforts à faire. J'ai vu aussi qu'il y avait des problèmes en équipement médico-technique et des problèmes d'électrification. Donc toutes ces préoccupations seront étudiées pour renforcer ici à Djibasso ce qui se fait en matière de santé. Les agents ont salué la visite du premier responsable du département de la santé. Ça montre vraiment que, en tout cas, les autorités, les plus hautes autorités, vraiment partent à la base pour s'imprégner des problèmes réels de santé. Il faut dire que c'est les CSPS qui constituent le premier contact de base avec la population. Et nous nous réjouissons quand les premières autorités, en tout cas, se joignent à nous pour s'imprégner de nos réalités afin de nous aider à les résoudre. Après Djibasso, le cap est mis sur Bomborokui. Ici, Nicolas Méda apprécie cette œuvre de la LONAP qui est un modèle. Il établit une norme que le Burkina devrait pouvoir suivre pour établir les centres médicaux. Et ceux qui veulent nous aider doivent s'inspirer de ce que la LONAP a fait à Bomborokui comme modèle de centre médical à diffuser dans les communes rurales du Burkina Faso. À Nouna, le ministre a rencontré le personnel du Centre de recherche en santé. Ce centre existe depuis 1995 et contribue à évaluer les politiques publiques de santé. Après les échanges, le personnel a relevé entre autres le manque d'infrastructures et l'intégration des contractuels comme difficultés rencontrées dans ce centre. Je vous le disais, il faut désormais compter sur l'OPA, le nouveau venu dans la scène politique. Le parti dénommé Organisation des peuples africains se réclame d'opposition. Il a été porté sur les fonds baptismaux le 11 février dernier, mais c'est ce 21 février que les premiers responsables ont dévoilé les ambitions du parti. C'était au cours d'une conférence de presse dont voici le compte-rendu avec Amado Ilboudo et Kadissa Nogo. L'Organisation des peuples africains, OPA, est le tout nouveau parti politique qui vient de voir le jour dans notre pays. Ce parti panafricaniste et révolutionnaire est dirigé par Maître Ambroise Farama, ancien militant de l'UNIR-PS. Cette première rencontre avec la presse avait pour objectif de dévoiler aux hommes des médias les ambitions de ce parti de l'opposition. C'est bel et bien de la révolution dont le Burkina Faso et l'Afrique ont besoin. Pour abolir le néocolonialisme, telle est donc notre option idéologique. Et laissez-nous crier au monde. L'Afrique aux Africains,
Le marché africain aux Africains, les richesses africaines aux Africains. Consommons ce que nous produisons et produisons ce dont nous avons besoin. L'Afrique est incontestablement le continent le plus riche. Riche de ses hommes, riche de ses ressources naturelles, mais pauvre de ses dirigeants. Un parti qui a pour objectif la création des États-Unis d'Afrique et qui veut apporter sa contribution à l'avènement d'une ère nouvelle au Burkina Faso. L'Organisation des peuples africains, parti de l'avant-garde panafricaniste, propose justement un projet révolutionnaire fondé sur le néo-panafricanisme, avec pour objectif la création des États-Unis d'Afrique, dont le Burkina ne sera que l'un des États fédérés. L'Afrique doit entrer dans une ère nouvelle, l'ère de sa majorité politique. Il s'agit du combat pour la deuxième indépendance de l'Afrique. Les premiers chantiers des dirigeants de ce nouveau parti politique qui veut conquérir le pouvoir d'État sont, entre autres, l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national et la formation de ses militants. Pour sa part, le parti indépendant du Burkina lui annonce un nouveau départ. À Ouagadougou, Maxime Kaboré et ses camarades ne se réclament ni de la majorité ni de l'opposition politique burkinabé. Une troisième voie pour limiter les velléités conflictuelles précises. Le premier candidat indépendant à l'élection présidentielle au Burkina, souvenez-vous, c'était en 2010. Roger Kam et Maxime Zongo. Maxime Kaboré pense que des efforts doivent être encore faits pour répondre aux attentes de la population. Et au regard des positions tranchées entre majorité présidentielle et partis réunis au sein du chef de file de l'opposition, il est extrêmement urgent, insistera-t-il, de créer les conditions d'un dialogue social. En lieu et place de l'apaisement des cœurs, on abreuve le peuple de discours haineux et on adopte des postures guerrières aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. Le parti indépendant du Burkina en appelle à un sursaut patriotique afin que l'intérêt supérieur de la nation soit sauvegardé. Le président du Faso, chef de l'État, est garant de l'unité nationale et de la cohésion sociale. L'heure étant grave, il lui appartient donc, de concert avec les forces politiques, la société civile et les leaders coutumiers et religieux, d'entamer le dialogue national inclusif et constructif afin de promouvoir la paix et la concorde nationale. C'est donc dans ce contexte difficile, expliquera Maxime Kaboré, qu'ils ont décidé de tracer une troisième voie. Une voie qui contribuera à ses yeux à limiter les velléités conflictuelles entre les deux camps, mais surtout qui sera une force de proposition destinée à créer les conditions du redressement du Burkina. On en vient à cet autre titre de l'actualité ce soir, la tenue prochaine du procès des présumés putschistes de septembre 2016. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples la considère comme une victoire d'étape. Aux côtés des avocats des victimes, le MBDHP a initié une conférence de presse pour exposer ses attentes. Paul-David Bambara et Nathalie Sawadogo nous les présentent. Plus qu'une semaine pour l'ouverture du procès tant attendu, celui du putsch manqué du 15 septembre 2015, qui s'ouvre précisément le 27 février prochain devant la chambre de jugement du tribunal militaire de Ouagadougou. Pour le MBDHP et les avocats des victimes, cela apparaît comme une victoire d'étape dans la quête populaire de vérité et de justice. Le MBDHP rappelle que cette résistance populaire a fait 14 personnes tuées, essentiellement par les balles d'éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, ainsi que de nombreux blessés, dont certains marqués à vie. Pour les conférenciers, le procès des présumés putschistes de septembre doit être conduit avec rigueur et transparence absolue. Ce que nous nous demandons, c'est que tout le monde, quelle que soit la personne, au degré où elle se trouve, qui soit impliquée dans cette affaire, soit entendu. Qu'à l'issue de ce procès, on n'ait pas l'impression qu'il y ait de non-dits, qu'il y ait des choses cachées. Et c'est ce que nous disons depuis longtemps. Si les gens disent que certaines personnes sont impliquées, il faut les entendre. Pas de compromission politique ni politicienne quelconque. Le MBDHP souhaite que ce procès marque le début de la fin d'une longue culture d'impunité entretenue par les régimes qui se sont succédés dans notre pays.
L'apatridie n'est pas un phénomène étranger au Burkina puisque des personnes sont menacées. C'est dans ce sens qu'un plan national de lutte contre l'apatridie a été adopté en août 2017. Son lancement officiel a eu lieu en début de semaine à Oundé, c'est dans la région des Hauts-Bassins. Ce plan prévoit l'éradication complète du phénomène en 2024. Précision avec Billy Doubazongo et Ahadi Sandamba. Avec cet acte de naissance, Ousseni Zounou est désormais burkinabé. Malvoyant de son état, il était jusque-là apatride. Méconnu du commun des mortels au Burkina Faso, l'apatridie est un phénomène qui existe bel et bien, et pire, elle gagne du terrain. L'apatridie, c'est la situation d'un individu qui ne peut être attaché à aucun état parce qu'il n'a aucun acte qui prouve cet état. Et aujourd'hui, un projet vient de voir le jour dans le souci de barrer définitivement la route au phénomène. La remise d'actes de naissance à quelques apatrides à cette cérémonie marque ainsi le début d'exécution du dit projet. Il y a une étude qui va être menée, qui est déjà en cours, pour permettre de connaître la réalité du phénomène et donc de prendre les actions qui s'imposent. Il y aura des actions, comme je l'ai dit, de sensibilisation, mais des actions opérationnelles, des délivrants d'actes de naissance, et bien évidemment, qui vont aussi faire intervenir la justice pour livrer des certificats de nationalité à ces personnes-là. Aux côtés des autorités burkinabées, le système des Nations Unies apporte lui aussi sa pierre dans la lutte contre le fléau. Le fait de travailler avec le gouvernement pour lutter contre l'apatridie montre très bien que nous sommes aux côtés des populations, que nous sommes aux côtés du gouvernement. Ce que nous voulons, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une situation zéro d'apatridie en 2024. Le plan national de lutte contre l'apatridie au Burkina Faso vient renforcer des actions gouvernementales déjà menées dans ce sens. À titre illustratif, au cours de l'année écoulée, ce sont 6 000 certificats de nationalité qui ont été délivrés à des personnes à risque d'apatridie dans 3 régions du pays. On parle encore de droits humains et cette fois, nous sommes à Koudougou, dans le centre-ouest. La prévention de la torture au niveau communautaire et national est le thème retenu pour la 6e session régionale de formation aux droits humains. Les participants sont issus d'Afrique francophone et sont réunis sous l'égide du réseau Equitas. Les objectifs visés par la session à suivre dans ce reportage signé de Roger Cam et Nathalie Sawadobo. Ils sont des acteurs de justice, des ONG, des institutions nationales. Au nombre de 33, ils sont venus des 7 pays de l'Afrique francophone pour prendre part à la 6e session régionale de formation aux droits humains. Une formation qui va durer 2 semaines et qui vise à renforcer leurs capacités afin de leur permettre de contribuer plus efficacement à la promotion des droits humains. Il s'agit de renforcer les capacités des membres qui viennent ici en termes de connaissances, mais aussi en termes d'habilité d'approche, avec l'approche participative qui est l'épine dorsale de notre programme, pour que de retour dans leur pays, ils puissent aussi mettre en œuvre ce qu'on appelle dans le cadre du programme le plan individuel. Un honneur pour le Burkina Faso, dira le ministre René Bagoro, d'accueillir la rencontre dans la cité du Cavalier Rouge. Il a ajouté que le gouvernement burkinabé est engagé dans la politique réelle de lutte contre le phénomène des tortures. Nous avons pris beaucoup de textes en vue de prévenir et lutter contre la torture. Et donc, lorsque des cas de torture sont connus, et qui sont commis bien sûr par des agents de l'État, il y a des procédures qui sont engagées et aujourd'hui nous avons un certain nombre de procédures engagées devant les juridictions. Donc nous pouvons dire que le phénomène, même s'il existe, il y a une volonté politique réelle de lutter contre ce phénomène en créant le cadre normatif adéquat et en étant opérationnel sur les questions de sanctions, d'où notamment des dossiers pendant en justice. Le projet prévention de la torture dans l'espace de la francophonie vise une meilleure mise en œuvre des normes internationales des droits humains et des lois nationales relatives à la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants au sein de la francophonie pour un accès accru de la justice et un meilleur respect de l'état de droit. Le déficit alimentaire annoncé pour cette année 2018 est pris en charge par la SONAGES. La Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire se veut rassurante. Des mesures sont prises pour un approvisionnement conséquent des points de vente de céréales à prix social. Les premiers responsables étaient face à la presse. Le compte rendu avec Amado Ilboudo et Mounira Kiri.
un déficit de plus de 72 000 tonnes de céréales à combler dans 17 provinces et environ 90 communes reconnues à risque. La SONAGES, la Société nationale du stock de sécurité alimentaire, se veut cependant rassurante. Le nombre de boutiques témoins sera revu à la hausse. Mieux, ces points de vente de céréales pour personnes vulnérables seront régulièrement ravitaillés. Nous avons ciblé un certain nombre de communes qui, selon justement le CPSA, demandent que c'est des communes à risque. Donc ces communes-là sont déjà dans notre liste de communes d'intervention et nous allons intervenir. Les boutiques témoins changent d'appellation. On parlera désormais de points de vente de céréales aux personnes vulnérables. Les mois de juin et d'octobre sont retenus pour l'ouverture des ventes, mais une question demeure. Comment faire pour que ces céréales subventionnées ou à prix réduit puissent parvenir effectivement aux bénéficiaires quand on connaît les risques liés à la spéculation? Là-dessus, les responsables de la SONAGES ont leur idée. Nous avons expérimenté une autre formule qui s'est avérée vraiment efficace, c'est celle des ventes sur camion. Il s'agit effectivement d'amener les céréales sur place, ayant déjà informé le maire, le conseil communal est là, et devant tout le monde, les bénéficiaires défilent et enlèvent leur sac. Plusieurs autres questions relatives à la gouvernance vertueuse de la SONAGES et au type de contrat utilisé pour ravitailler la structure sont abordées à cette conférence de presse. Pour le directeur général, toutes les dispositions sont prises pour que les Burkinabés puissent manger à leur faim. Les 24 et 25 février prochains, le Larlé Naba Tigré célèbre 28 années de règne. L'annonce a été faite par le ministre du Moro Naba lui-même au cours d'une conférence de presse animée dans son palais à Ouagadougou. On apprend que le chef coutumier compte mettre à profit cette fête populaire pour soulager les conditions de vie des populations vulnérables. Le compte rendu avec Adama Giti et Mounira Kéré. Intronisé en février 90, le Lalé Naba Tigré célèbre ses 28 ans de règne les 24 et 25 février prochains. 28 ans à mener des combats sur le plan culturel, politique et économique, mais surtout 28 ans aux côtés des populations vulnérables pour lutter contre la faim et la pauvreté. 28 ans de combats acharnés contre la pauvreté et la misère sous toutes ses formes. 28 ans de combats non gagnés d'avance, pour lesquels des gens vous haïssent, mais pour lesquels des gens comme vous et bien d'autres vous aiment. Le Lalé Naba Tigré déplore l'effritement des valeurs morales. Selon lui, l'intégrité, la générosité et la solidarité sont en perte de vitesse et à l'occasion de son Nabaska 2018, celui qui refuse qu'on parle de lui comme un homme aux grands moyens entend laisser parler son cœur. Il y a un don d'une ambulance 4x4 tout équipée que je souhaite remettre à l'hôpital Yalardo. Et il y a le don d'un prototype de tricycle pour l'assainissement des déchets plastiques et du sable sur les routes bitumées à la mairie de Ouagadougou. Le Nabaska 2018 du Lalé Naba Tigré est placé sous le thème Burkindi ou intégrité. En plus des rituels, il est prévu une réjouissance populaire à travers le partage des nouvelles récoltes. Et pour que la fête soit belle, 106 musiciens burkinabés vont donner de la voix pour lui rendre hommage. L'actualité hors de chez nous, traitée ce soir sous forme de brève. 2 soldats français ont été tués ce mercredi au Mali. Ils appartenaient à la force Barkhane. Leur véhicule blindé a heurté une mine artisanale alors qu'ils progressaient entre les villes de Gao et Ménaka. La mort de ces 2 militaires porte à 21 le nombre de soldats français morts au Mali depuis le lancement de l'opération Barkhane en 2013. Les conférences de presse se multiplient à une semaine de l'ouverture du procès du putsch manqué. Et puis, un de vos quotidiens à 4 ans, ce 21 février. Abdul Asras Manezongo nous en parle dans sa revue de presse. Et voici une date où une action judiciaire
qui cristallise toutes les attentes, enfin presque, et le MBDHP, souligne l'Express du Faso, se félicite pour la tenue du dit procès, théoriquement parlant, n'empêche, ajoute cet OSC, dans le journal Le Pays, la vigilance doit rester de mise. Au motif se défend ainsi le MBDHP dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés, je cite, « Nous rejetons tous les appels à un compromis judiciaire au nom d'une prétendue réconciliation nationale. Mieux, avertit le MBDHP, le procès de ce prononciamento manqué de septembre 2015 reste un test grandeur nature pour la justice burkinabé qui y joue sa crédibilité, propos relayés par l'Observateur. Le général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du putsch avorté, et 83 autres personnes sont dans le box des accusés, donc dans le collimateur de la justice, de laquelle doit jaillir, je cite, « Lumière et non-vengeance », affiche aujourd'hui au Faso, qui, pour rappel, ce 21 février 2018, souffle ces 4 sobres bougies, mais non moins importantes. Entre le premier numéro et le 988e de ce mercredi, que de chemin parcouru reconnaît notre confrère. En effet, l'info au jour le jour tombe et le défi de la périodicité est réel, malgré la sécheresse financière au Faso ces 3 dernières années. D'où ce cri de détresse du directeur de publication à la grande argentière du Faso, Madame Finance, à quand l'opérationnalisation du fonds d'appui à la presse privée? Car un média qui met la clé sous le paillasson, la démocratie est une dépouillée. Et puis avant de finir, je rappelle pour vous ce communiqué de la direction de la communication et des relations publiques de la Gendarmerie nationale suite au cambriolage du magasin de l'Agence nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire dans un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou. La Gendarmerie nationale porte à la connaissance de la population qu'une jauge radioactive utilisée pour mesurer la densité et l'humidité du sol a été emportée par les voleurs en raison de sa dangerosité qui pourrait causer des lésions irréversibles à toute personne en contact à cet appareil, voire entraîner la mort. La Gendarmerie nationale invite toute personne qui aurait des informations permettant de retrouver ce dispositif radioactif à contacter les services de la police au 17 ou de la gendarmerie au 16 ou au 80 0011 45. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite au programme sur la télévision du Burkina.